Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Et bonjour Germain. On va commencer, il est 34, on est une quarantaine de personnes. On va commencer dans quelques instants ce webinaire. Quelques questions dans le chat. Bon, parfait. Super. Bon, on commence, Kevin? C'est bon pour toi? Allez, c'est bon pour moi. Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire que je vais animer et présenter avec Kevin Trupiano de Legal Start aujourd'hui. Donc, on est ensemble pour 1 heure environ et on va essayer de vous apporter pas mal de choses positives dans cet environnement et cette situation sanitaire quelque peu incertaine. Ce qui est certain, c'est qu'en 2021, créer son entreprise avec Legal Start et Conto va continuer d'être simple. Ça, pour le coup, ça ne va pas changer. Et on a d'ailleurs quelques projets en cours qui continueront de simplifier la vie des entrepreneurs assez rapidement en début d'année. Et donc, on va profiter de cette occasion pour pour présenter cette intégration et répondre à vos différentes questions. Donc, pour cela, n'hésitez pas à pinguer ou à noter vos questions tout au long de la présentation dans l'onglet questions, donc ce que vous avez sur Livestorm. Là, actuellement, on est sur le chat. N'hésitez pas à loguer vos questions, comme ça, on y reprendra, on reviendra à la fin, Kevin et moi, pour répondre spécifiquement sur certains sujets si besoin. Avec plaisir. Je pense qu'on peut passer à notre présentation respective avant de présenter nos... Bon, pas parfait. Je garde le micro. Donc moi, Germain Miftoning, je dirigeais les opérations de Conto depuis le lancement jusqu'à fin décembre. J'ai switché sur un autre périmètre récemment pour gérer les partnerships les partenaires au sein de Conto. Mais mon expérience au sein des opérations est donc justement la mise en place de l'ensemble du process d'immatriculation, d'ouverture de compte, et également la gestion des partenaires avec Legal Start. M'apporte quelques éléments pour pouvoir répondre à vos questions et vous accompagner sur quelles sont les étapes et quelles sont les différentes steps pour créer son entreprise aujourd'hui. Je te laisse, Kevin, de prendre la... Oui, alors pour ma part, je m'appelle Kevin Trupiano, je suis juriste chez Legal Start et responsable du pôle immatriculation de société. Donc je vais pouvoir vous apporter quelques précisions sur la création de société et comment cela va se passer, quelles sont les bonnes questions à vous poser. Et je suis ravi du coup de participer avec Germain et Conto à ce webinaire. En effet, aujourd'hui, il était assez pertinent d'échanger ensemble. Conto et Legal Start ne sont pas créés ensemble, mais on s'est vite associés en tout cas, puisque on contribue, les deux entreprises contribuent fortement à simplifier la vie des entrepreneurs. Alors, il y a de nombreuses étapes compliquées dans la vie d'un entrepreneur, et aujourd'hui, voilà, on va se focaliser sur ces étapes à la réflexion, comment je crée mon entreprise, donc notamment Kevin apportera des précisions sur la forme juridique, les statuts, donc ce qui peut être source de nombreuses interrogations. Et ensuite, plus la partie exécution, c'est OK, une fois que je suis mis d'accord sur la forme, comment j'exécute cela et quelles sont les étapes obligatoires à réaliser en passant par la partie bancaire et la partie administrative auprès des greffes, par exemple, etc. Conto a une expérience en la matière puisqu'on a immatriculé plus de 50 000 entreprises. Alors, sur ce slide, vous voyez, on parle de dépôt de capital. On rentrera plus en détail ensuite sur quelle est cette étape précisément, le dépôt de capital. En tout cas, c'est une étape qui est obligatoire pour pouvoir obtenir un CABIS et également obtenir son premier compte bancaire. Donc, voilà, Conto a participé à l'immatriculation et à créer le premier compte bancaire de 50 000 entreprises. Et de son côté, Legal Start a accompagné 200 000 entrepreneurs dans leur démarche. Je te laisse peut-être, Kevin, apporter quelques précisions sur justement cette réalisation. Oui, bien sûr. Pour ceux qui ne connaissent pas Legal Start, donc on se veut comme une boîte à outils de l'entrepreneur et notre cœur de métier, c'est l'immatriculation de société. Ce partenariat avec Conto, depuis qu'il est mis en place, aujourd'hui, il apparaît comme une véritable évidence
puisqu'il est très important que toutes les relations entre la banque et le dépôt des fonds et les procédures d'immatriculation de société soient le plus fluides possible. Et ça fonctionne très très bien. Notre partenariat a permis de simplifier la vie de beaucoup d'entrepreneurs sur la création de sociétés. Aujourd'hui, c'est 200 000 entrepreneurs. Une grande partie sont passés par Conto, ce qui leur a grandement facilité la vie. Pour finir dans la partie introduction, on va revenir sur Conto. Donc Conto, on est la néobanque des entreprises et des indépendants, lancée en 2017 et créée par Steven Levy et Alexandre Pro, qui sont des anciens entrepreneurs qui avaient déjà créé une entreprise ensemble avant Conto, et justement échaudés, en tout cas frustrés par la relation bancaire qu'ils avaient pu avoir, ont décidé de s'attaquer à ce marché et donc de simplifier la vie des entrepreneurs. Alors, la vie bancaire des entrepreneurs, c'est très vaste. Hein. Ça va, comme on va l'aborder aujourd'hui, de l'immatriculation à la gestion comptable, la TVA, etc. Et donc, c'est ce qu'on s'astreint à faire chez Conto. Aujourd'hui, on est 300 salariés à réaliser cela tous les jours. Il y a 120 000, plus de 120 000 clients qui nous font confiance aujourd'hui, et ils sont plusieurs milliers à nous rejoindre chaque mois. Et pour accompagner notre développement, notre croissance, on a levé 136 millions d'euros, donc il sert surtout à accompagner nos recrutements à la fois tech, à la fois aussi support. Et pourquoi support? Parce que c'est le dernier point de cette slide. Un des éléments différenciants et très forts de Conto, c'est la qualité de service. On est extrêmement exigeant sur à la fois l'expérience utilisateur, simplifier et rendre le plus simple possible l'application, le site web, mais également l'expérience client, le fait d'avoir un interlocuteur réactif qui puisse répondre à toutes les questions. Ce sont des éléments très forts, et donc pour ça, on a certains indicateurs qui permettent de le retranscrire, comme notre note sur les différents stores et également notre NPS, le Net Promoter Score, qui est un élément très important pour suivre la qualité dans les banques. Donc pour Legal Start, pour parler un petit peu de chiffres, donc Legal Start, nous sommes avant tout une Legal Tech, c'est-à-dire que nous apportons donc un produit qui doit être le plus facile possible d'utilisation pour les clients, un produit qui répond à un besoin juridique. Donc on assiste les entrepreneurs sur tous les besoins d'ordre juridique qu'ils peuvent avoir, principalement la création de société, mais également sur diverses modifications statutaires, dépôt de leurs comptes, de manière générale un accompagnement sur tous leurs besoins. Nous avons beaucoup grossi ces derniers temps, donc nous sommes désormais plus de 100 employés, contre environ une cinquantaine il y a seulement 2 ans. Nous avons d'ores et déjà accompagné plus de 200 000 entrepreneurs qui sont tout à fait satisfaits de nos services et qui continuent du coup de faire appel à nous pour le reste de la vie de leur société, non seulement l'immatriculation. Pour pouvoir du coup apporter ce service de la meilleure manière possible, nous avons récemment levé des fonds avec le fonds d'investissement Isaïe pour 15 millions d'euros, ce qui nous a permis donc d'augmenter nos équipes, d'améliorer notre produit pour pouvoir proposer une expérience la plus fluide possible à nos clients et mettre en place différents nouveaux services, de nouveaux produits pour se tenir à jour sur les besoins des entrepreneurs en 2020 et en 2021. Ça nous a permis du coup d'accompagner des entrepreneurs sur tous les secteurs d'activité possibles. Nous avons pu toucher à plus de 300 secteurs d'activité différents. Là, on va voir plusieurs points de détail et plusieurs questions que vous pouvez vous poser lors de la création de votre société. Donc, je vais tâcher de vous donner certains éléments de réponse à des questions que vous pouvez avoir là-dessus. Si jamais vous avez besoin de réponses plus spécifiques, à des points plus spécifiques, ou davantage de précision sur ce qui est abordé ici, je vais vous présenter quelques sites ou quelques sources d'informations que vous pouvez utiliser. Donc, tout d'abord, bien sûr, il y a le site Legal Start, où nous proposons également certaines fiches pratiques, certaines informations sur différents sujets, sur la plupart des sujets qui touchent à l'immatriculation et au fonctionnement des sociétés. Mais vous avez également donc, le site du service des finances publiques, qui pour le coup est extrêmement bien fait, qui regroupe l'ensemble des informations à savoir pour les entrepreneurs. Donc vous pouvez vous connecter sur votre espace ou juste le consulter sur Internet. Vous avez également le site officiel du greffe, donc Infogreffe, pour plus de précision donc, sur les sociétés elles-mêmes, si vous souhaitez vous renseigner sur d'autres sociétés qui sont dans le même secteur, ou sur les formalités de création de manière générale. Vous pouvez également contacter donc, votre URSSAF ou la Directe
pour toute question qui va porter plutôt sur tout ce qui est cotisation, charges sociales et contributions. Et enfin, évidemment, n'hésitez pas à contacter Conto si vous avez des questions sur le dépôt du capital, sur comment cela va se passer, comment cela va se dérouler. Si par contre vous avez des questions sur davantage le financement de votre société et ce qui est accessible à ce niveau-là, il faudra plutôt contacter la BPI ou les banques traditionnelles. Top. Merci Kevin. Alors au programme aussi les 5 principales étapes, les 5 principaux points que l'on va aborder. Donc déjà un focus sur le statut juridique de la structure, de la société que vous souhaitez créer, une étape de la domiciliation, comment faire et où le faire, les sujets à propos de la date de clôture, comment la choisir, comment la définir et quels sont les impacts ensuite pour le bilan, le capital social, donc ça notamment on parlera de Conto et à quel moment intervient Conto et qu'est-ce qu'on propose. Et enfin, on refera un résumé, une synthèse de l'ensemble des étapes à avoir en tête pour l'immatriculation de sa société. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc, la première question que vous allez sans doute vous poser, ça va concerner donc les statuts juridiques et donc comment choisir la forme sociale de votre société. Là, on va s'intéresser aux 2 principales formes sociales, donc de sociétés dites commerciales, celles qui vont vous permettre d'exercer le plus souvent votre activité. Ce sont les SAS ou les SARL. Et dans une certaine mesure, les SASU et les EURL. On va voir ensemble quelle est la différence. Ça va dépendre principalement du nombre d'associés. Donc, la première question à vous poser va être avec qui est-ce que je souhaite m'associer pour lancer mon projet ou est-ce que je souhaite le lancer tout seul. Si vous avez au moins 2 associés, dans ce cas-là, on parlera d'une SAS ou d'une SARL. Si par contre vous souhaitez lancer votre projet seul, vous serez dans ce qu'on appelle une société unipersonnelle, donc avec un seul associé. Dans ce cas-là, on parlera plutôt de SASU ou de URL. Légalement, donc en pratique, il y a une distinction, mais légalement, ces 2 formes sociales sont pareilles entre SAS et SASU. Une SASU, c'est simplement une SAS pour laquelle il est précisé qu'il n'y a qu'un seul associé. Idem pour la SARL. Le URL, ce n'est rien d'autre qu'une SARL, mais dans laquelle il n'y a qu'un seul associé. Au niveau du régime de responsabilité, les 2 sociétés sont similaires. La responsabilité est dite limitée aux apports. Ce que ça implique, c'est une distinction par rapport au régime de l'auto-entreprise, où là, vous allez exercer directement votre nom personnel. Ici, vous bénéficierez du voile de la personnalité morale, c'est-à-dire que votre société est une personne juridique à part entière, distincte de vous en tant que personne physique. Au niveau du capital social, donc, on va voir un petit peu plus en détail par la suite la question du capital social, ce que ça représente et comment le choisir. Mais de manière générale, 1 euro peut être suffisant pour lancer votre société. Il n'y a pas de montant minimum pour le choix du capital social. Vous êtes libre à ce niveau-là. Sur les régimes de direction, donc des personnes qui vont représenter la société et pouvoir l'engager à travers leurs actes, dans le cadre d'une SAS, on va parler d'un président. Il en faut au moins un pour une SAS ou pour une SASU, qui peut être donc une autre personne morale, donc une société, ou alors une personne physique. Par la suite, vous pouvez ajouter des directeurs généraux si vous le souhaitez, qui viendront en complément du président et qui peuvent avoir le même régime de direction et de responsabilité que le président. Au niveau de la SARL, on ne parle pas de président dans ce cas-là, on parle de gérant. Il peut y avoir un seul gérant ou il peut y avoir plusieurs gérants. Malheureusement, ça doit être obligatoirement des personnes physiques, à la distinction du président de SAS. Certains avantages également sont conférés pour le conjoint. Donc, ce ne sera pas le cas dans une SAS, mais ce sera le cas dans les SARL et URL, où le conjoint donc, du gérant peut avoir la qualité de conjoint collaborateur, ce qui lui apporte certains avantages fiscaux et notamment la possibilité de cotiser et de pouvoir déduire cette cotisation de son régime fiscal. Au niveau des charges, les 2 ont également un régime qui est distinct. Dans le cadre des SAS, vous ne payez pas de charges tant que le dirigeant n'est pas rémunéré. Vous pouvez décider d'être par exemple président de votre SAS sans vous verser de rémunération au titre de ce mandat de président. Dans ce cas-là, vous n'aurez pas de charges sociales à payer. Par contre, dans le régime de la SARL ou de l'EURL, vous paierez des charges sociales quoi qu'il arrive, que le gérant soit rémunéré ou non. Ça marche par un système de forfait. Toutefois, de manière générale, le montant de ces charges est toujours moins important en moyenne sur les rémunérations élevées que dans le cadre d'une SAS. Concrètement, quelle est la perception, donc à quoi correspondent ces 2 sociétés? Quelle va être la principale différence? La principale différence pour la SAS, c'est que c'est une forme sociale qui est beaucoup plus souple.
dans laquelle les statuts sont moins encadrés. Il y a moins de dispositions légales réglementaires à respecter dans la rédaction des statuts. Donc, c'est une forme qui est particulièrement privilégiée pour les investisseurs, puisqu'il est très facile de faire rentrer ou de faire sortir des investisseurs en fonction de la stratégie de développement de la société. La SARL et l'URL, c'est une forme sociale qui est plus traditionnelle, donc qui généralement est très employée par les sociétés d'artisanat ou les sociétés dites familiales, dans lesquelles plusieurs membres de la famille vont pouvoir travailler dedans, puisque le régime est un petit peu plus dur, ou en tout cas plus réglementé, notamment au niveau de l'entrée ou de sortie des associés, ce qui peut être un énorme avantage justement pour certains projets, si vous ne souhaitez pas que votre société soit beaucoup trop facilement pour qu'il soit beaucoup trop facilement de rentrer ou de sortir dans la société et de pouvoir limiter simplement aux membres de la famille sans éviter davantage de complications à ce niveau-là. Sur les activités qui sont exercées, donc comme on l'a vu, la SAS, c'est principalement pour des sociétés avec des investisseurs, donc c'est très populaire pour les startups. La plupart des startups sont des SAS, mais également pour les sociétés de freelance. On a beaucoup de SAS d'expérience qui ont des activités de conseil, par exemple conseil en informatique, conseil en management. Tandis que les SARL, par leur côté plus traditionnel, on va rencontrer beaucoup d'artisans, beaucoup d'entrepreneurs des domaines de la restauration, café, hôtellerie ou du bâtiment, puisque ce côté un petit peu plus rigide des statuts va renforcer donc la légitimité de la société et son regard vis-à-vis des différents fournisseurs en donnant un petit peu plus de clarté sur qui sont les associés de la SARL. Une autre question qu'il va falloir se poser, c'est la domiciliation de la société. C'est ce qui revient beaucoup avec nos clients, le choix du coup de l'adresse officielle de la société vis-à-vis de l'administration. La question du siège social a beaucoup d'importance et peut avoir beaucoup d'implications donc, sur les relations avec l'administration, mais c'est, étant donné qu'il s'agit de l'adresse officielle de la société, c'est l'adresse à laquelle vous êtes censé recevoir les différents courriers et donc vous avez la responsabilité. Donc, il faut faire gaffe lorsque l'on choisit son siège social et il faut régulièrement le mettre à jour. Mais vous avez globalement 3 possibilités. La première possibilité, ça va être dans des locaux que vous louez, par le biais par exemple d'un bail commercial. C'est le cas notamment des locaux commerciaux. Si par exemple vous avez une activité de restaurant, ce sera l'adresse du restaurant la plupart du temps. Vous pouvez également le faire via un centre de domiciliation. Donc, c'est des sociétés de domiciliation qui proposent de mettre à votre disposition une boîte postale, mais également des bureaux pour tenir vos différentes assemblées générales si vous devez en tenir. Vous pouvez choisir cette adresse librement. C'est-à-dire que les sociétés de domiciliation proposent un large panel de choix d'adresses et parfois des adresses qui peuvent être très prestigieuses, par exemple une adresse sur les Champs-Élysées, qui sera du coup l'adresse officielle de votre société et qui apparaîtra sur votre cabis. Ce sont des contrats de domiciliation qui sont généralement peu onéreux, comptés entre 30 et 50 euros par mois. Par contre, voilà, le plus courant et ce qui est utilisé par la plupart des entrepreneurs, puisque c'est la solution la plus simple, c'est de domicilier la société au domicile du dirigeant directement, donc le président pour les SAS ou l'un des gérants pour la SARL. Dans ce cas-là, il vous faudra simplement fournir un justificatif de domicile de moins de 3 mois et vous assurer, si vous n'êtes pas propriétaire, que le bail vous autorise à fixer le siège social. Vous pouvez dans tous les cas demander une autorisation de domiciliation à votre bailleur si cela n'était pas directement prévu dans le bail que vous aviez signé. Autre question, donc la date de clôture. Comme vous le savez, les sociétés commerciales ont l'obligation de déposer leurs comptes chaque année à la fin de leur exercice social. Au niveau des règles, vous avez en réalité 6 mois pour faire votre procès verbal d'assemblée générale et donc décider de la clôture des comptes. Et vous avez ensuite également un délai de 2 mois pour faire ce dépôt auprès du greffe. Donc, une fois que l'exercice social est terminé, il ne faut pas que vous fassiez l'approbation des comptes au jour même de la clôture de l'exercice social. Vous avez un délai de entre 6 et 8 mois pour pouvoir faire vos différentes démarches auprès de l'administration. Pour décider de la date du début de cette clôture des comptes, ou de l'exercice comptable plutôt, vous n'avez pas réellement de choix. Il s'agira principalement de la date de début d'activité, donc la date d'immatriculation de la société. Toutefois, pour la date de fin du premier exercice social, là, vous avez davantage de liberté. Vous n'êtes pas obligé de clore vos comptes à la date d'anniversaire de l'immatriculation de la société. Vous pouvez décaler celle-ci
jusqu'à potentiellement 24 mois. La règle étant que vous ne pouvez pas dépasser 2 fois la date du 31 décembre. Mais si par exemple, vous décidez de créer une société aujourd'hui, vous pourrez décider que le premier exercice social de la société sera clos au 31 décembre 2022, par exemple. Ça vous laisse un certain délai pour lancer votre activité, commencer à avoir des factures, commencer à avoir matière dans votre bilan, pour ensuite faire le dépôt auprès du greffe et donc faciliter les démarches à la création de la société. Le capital social, donc là on rentre dans une question très intéressante et qui rentre dans le cadre du partenariat avec Conto. Qu'est-ce que le capital social? Vous le savez sans doute déjà, mais autant rappeler un petit peu les bases. Le capital social va vous donner droit à des parts dans la société. Donc le montant que vous allez apporter au capital social va directement influer sur votre pouvoir décisionnaire dans la société, sur votre détention de parts dans celle-ci. Globalement, il s'agit d'une somme qui est bloquée et donc qui est affectée à la société pour son bon fonctionnement et pour renvoyer une certaine image de fiabilité financière à vos différents créanciers, par exemple vos fournisseurs. Donc voilà, ça va être l'ensemble des ressources qui sont apportées. Ça peut être un montant qui est numéraire ou ça peut être un apport en nature si vous avez des biens à apporter dans la société. Sur le montant de ce capital social, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, il n'y a pas de montant qui est fixe ou qui est décrété par la loi. Il n'y a pas, par exemple, un montant minimum en fonction de votre activité, ni un montant maximum. La règle qui est à garder, à l'esprit, c'est que le montant du capital social va avoir une influence en fonction de votre activité, en fonction de votre besoin de renvoyer une certaine image de fiabilité financière à vos partenaires. Si par exemple, je vais rentrer très concrètement dans un exemple, si par exemple vous avez une activité de conseil, par exemple conseil en management, la valeur de votre société, elle n'est pas dans sa fiabilité financière. Elle est dans vous, dans votre expertise et dans votre travail en tant que conseil en management, dans la valeur que vous avez intrinsèquement apportée à la société. Tandis que si, par exemple, vous êtes dans une activité plus traditionnelle avec beaucoup d'interactions avec des créanciers, par exemple une entreprise de bâtiment, de BTP, là, dans ce cas-là, vous aurez un intérêt à avoir un capital social qui sera plus fort, puisque vous aurez besoin d'avoir cette image de fiabilité financière vis-à-vis de vos fournisseurs, vis-à-vis de vos créanciers, vis-à-vis de vos clients. Donc, ça va dépendre de votre activité et c'est vraiment au cas par cas en fonction de votre projet. Comment faire pour ce dépôt de capital? C'est extrêmement simple, ça peut prendre plusieurs formes, notamment par exemple la forme d'un simple chèque ou d'un simple virement ou dépôt en espèces auprès de la banque qui va avoir créé ce compte destiné à recevoir le capital social. Maintenant, sur le partenariat Conto Legal Start, nous, dans un premier temps, ce qu'on propose, donc, ça va être la rédaction de tous vos documents et de vos statuts. On a fait en sorte de proposer une solution extrêmement simple et extrêmement fluide. Sur notre site, vous aurez un questionnaire à remplir. L'ensemble des réponses à ce questionnaire va automatiquement générer vos statuts. Et en soi, vous n'avez donc pas de rédaction à faire sur ces statuts-là, simplement à répondre à ce questionnaire qui va reprendre l'ensemble des éléments caractéristiques de votre société. Si par exemple, vous avez des clauses un petit peu plus spécifiques ou des modifications à apporter, vous pouvez dans tous les cas le faire, vous aurez un formaliste dédié et l'assistance de juriste éventuellement pour vous assister sur la rédaction de ces statuts si vous souhaitez les personnaliser. Germain, je te laisse la parole du coup sur ce qui concerne le dépôt de capital. Effectivement. Ensuite, c'est Conto qui prend le relais, parce que Legal Start vous met en relation avec Conto. Et là, on vous accompagne pour réaliser deux choses qui sont très liées, mais qui restent quand même distinctes. C'est la création du compte bancaire et le dépôt de capital. Donc, il y a, tout se réalise en ligne depuis votre espace client. On va vous demander de vous identifier, donc rappeler vos coordonnées, nom, prénom, puis certaines infos sur la personne morale que vous allez créer, donc reprendre des éléments en fait qui sont présents dans les statuts, hein, le nom d'entreprise, sa forme juridique, le montant du capital qui va être déposé. Conto, on va également réaliser plusieurs contrôles d'identité sur les personnes physiques qui vont être associées à l'entreprise, que vous soyez unique actionnaire ou qu'il y ait 4 ou 6 personnes qui déposent des fonds. Et c'est à cette étape qu'on va vous demander également d'uploader les statuts donc, qui ont été préalablement rédigés
par Legal Start pour qu'on puisse, nous, vérifier la cohérence des informations entre ce que vous avez saisi sur Conto et les données présentes sur les statuts. Suite à cela, on va communiquer à l'unique actionnaire ou aux différents actionnaires un IBAN unique que chacun devra utiliser, référencer pour effectuer le premier versement, donc pour le capital. Donc imaginez qu'il y ait deux associés et que le capital social soit de 1 000 € et que les associés sont associés donc à part égale, chacun devra faire un virement de 500 €. Je profite de l'occasion pour mettre en avant un petit cas particulier qui peut se produire parfois. Comme l'a dit Kevin, on peut très bien créer une société avec 1 € de capital et être plusieurs actionnaires. Dans ce cas-là, les personnes vont faire des virements de 0,5 centimes ou même moins parfois. Or, sachez qu'il y a de nombreuses banques qui n'acceptent pas que vous fassiez des virements externes inférieurs à 1 €. Donc c'est un petit détail, mais lorsque vous devez faire le virement de 0,5 centimes pour le capital et vous êtes bloqué, c'est des petites complicités à éviter, hein, à l'avoir en tête si c'est quelque chose que vous envisagez. Une fois que Conto reçoit les fonds, automatiquement, on va les adresser à notre notaire pour effectuer la signature de ce qu'on appelle un certificat de dépôt. Donc, c'est ce document qui certifie que les actionnaires de la personne morale ont bien déposé les fonds sur un compte bancaire. Et ce certificat de dépôt, alors on l'a mis sur cette présentation, doit être transmis ensuite à Legal Start pour la suite du process. Et dans quelques temps, très bientôt, ce document sera transmis automatiquement à Legal Start. Ça fera encore une étape de moins que vous aurez à réaliser et on sera intégré. Donc, le document sera transmis automatiquement. Aujourd'hui, il faut donc transmettre ce certificat à Legal Start, puisqu'ensuite vient l'étape d'immatriculation auprès du greffe. Donc, on remet ces documents auprès d'infographes ou de greffe tribunaux, qui lui va réaliser l'ensemble des différents contrôles finaux, à la fois des statuts, le certificat de dépôt, les différents éléments de pièces d'identité et de domiciliation d'entreprise, pour pouvoir valider la création de la personne morale et donc délivrer le CABIS, qui est le Graal, l'élément qui atteste de la création de l'entité juridique. Et c'est ce CABIS, en retour, qui va permettre à Conto de valider la création et l'ouverture du compte bancaire avec donc l'IBAN définitif de l'entreprise. Et c'est Germain, ouais, je t'en prie. Pardon, je ne voulais pas t'interrompre, je me permets juste de rebondir sur ce que tu disais sur le certificat de dépôt. Donc, juste pour vous expliquer, c'est un élément qui est crucial pour la création de la société et c'est un élément qui est étudié donc, avec une grande attention par le greffe. Il faut que l'ensemble des informations sur ce certificat soient correctes et concordent exactement, notamment avec ce qui est indiqué sur les statuts. D'expérience, c'est un élément qui va poser le plus de problèmes au niveau de l'immatriculation. Et je ne peux que souligner davantage l'intérêt de ce partenariat avec Conto. On peut être directement en discussion, se passer les informations et faire en sorte d'avoir un certificat qui sera correct et qui pourra être accepté par le greffe, là où ce n'est pas le cas si vous passez par des banques un petit peu plus traditionnelles, où d'expérience, il peut y avoir beaucoup plus de ratés et d'éléments de friction sur les informations de ce certificat. Exactement. Là où voilà, on a également mis en place ce partenariat pour fluidifier cette expérience-là, avoir le moins de rejet possible de la part du greffe et de l'administration en ce qui concerne le certificat de dépôt, qui est très souvent un élément problématique. Excuse-moi, je te redonne la parole. Ah, tu as raison de bien le mettre en avant. Également, en termes de délai, en fait, c'est ça qui est aussi assez crucial, c'est que tout peut aller très vite si effectivement les données sont cohérentes. Une fois que Conto a reçu, enfin, avant les fonds, le parcours en ligne est très rapide et quasi immédiat. Une fois que Conto a reçu les fonds, en 48 heures au plus tard, le certificat de dépôt est signé et vous est transmis. Et une fois qu'il est transmis ensuite à Legal Start et qu'on se rapproche des greffes pour immatriculer l'entreprise, en quelques jours, on a vu des entreprises être créées en moins de 3 jours. On obtient le CABIS et qui permet de commencer son activité et de commencer à facturer ses premières factures, puisque c'est toujours un peu l'urgence. On repousse l'échéance pour engager les frais de créer l'entreprise
parce qu'on attend d'avoir un contrat signé, ce qui est tout à fait légitime. Donc, une fois qu'on a le contrat signé et qu'on a besoin de facturer ces premières transactions, il est important qu'on puisse aller vite sur l'identification et donc la délivrance de votre IBAN, du premier IBAN de l'entreprise pour facturer. Pour finir donc, avec la collaboration et le pack Conto Legal Start, vous disposez ensuite de votre compte et du pack solo pendant 1 an, qui inclut l'ensemble des différentes fonctionnalités de Conto, une carte et toutes les opérations que vous pouvez réaliser sur Conto, donc les prélèvements, l'encaissement de chèques, et de nombreuses features de fonctionnalités sur la gestion de TVA, notes de frais, ces différents éléments qui permettront d'accompagner également votre entreprise dans sa croissance, puisqu'ensuite, en fonction du nombre de collaborateurs qui pourront être amenés à rejoindre l'entreprise, vous aurez aussi d'autres fonctionnalités qui seront nécessaires et que Conto va proposer sur la gestion de reconnaissance automatique de la TVA, sur la gestion des droits. Si vous êtes une flotte de commerciaux et vous voulez leur attribuer chacun une carte, il est possible de gérer individuellement les droits de chacun. Voilà pour cette étape de création d'entreprise. Alors, en synthèse, je ne sais pas si Kevin, tu veux revenir sur les différentes étapes. Oui. Alors, juste pour récapituler, donc sur la procédure de création d'entreprise, on peut identifier certaines étapes clés. Donc, tout d'abord, ça va être le choix de la forme sociale. Ça va peut-être être l'étape qui va vous prendre le plus de temps. Et je vous conseille d'ailleurs de vraiment prendre le temps d'y réfléchir, de vous poser, de voir les différents éléments pour que vous puissiez avoir une forme sociale et des statuts qui sont optimales donc, pour votre projet et pour le lancement de celui-ci. Il y a ensuite la rédaction des statuts et des différents documents, le dépôt du capital social. Ces 2 éléments peuvent prendre énormément de temps si on est sur un fonctionnement un petit peu plus classique. Là, dans le cadre du partenariat, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est optimisé pour que ce soit le plus fluide et le plus rapide possible. Une fois que vous aurez effectué le dépôt de capital, donc vous aurez l'ensemble des éléments pour faire votre dossier au greffe, il ne vous manquera plus que l'annonce légale, la publication, qui peut également être faite par Legal Start, et la constitution du dossier d'immatriculation avec les différents formulaires au greffe, correctement rédigés, ça sera évidemment vérifié par l'administration, puis le dépôt du dossier au greffe. Il y a quelques étapes annexes après cela, c'est-à-dire il peut y avoir des allers-retours avec le greffe, notamment si certains éléments ne sont pas corrects dans le dossier, ce qui est évité par Legal Start puisque l'ensemble de vos dossiers sont vérifiés par un formaliste, et évité par Conto puisque Conto fait également en sorte que le certificat de dépôt des fonds soit correctement rédigé par des professionnels. Des modifications qu'on voit souvent et qui nécessitent des retours, c'est des changements de nom entre le nom commercial et le nom de l'entité juridique, ou des changements de répartition de capital, par exemple, on était à 40-60% et on passe à 50-50. Effectivement, si ces données ne sont pas correctement répliquées dans les statuts et sur le certificat de dépôt, il y aura des incohérences que le greffe ne pourra pas valider. Donc, c'est vrai que c'est important le fait d'être intégré permet d'éviter ces incohérences qui pourraient se venir au cours du process. Ouais, exactement. Merci beaucoup. Parfait, on a fait le tour. Je crois qu'il y a quelques questions dans les questions. Il y en a même de nombreuses. On va prendre le temps pour y répondre. On va peut-être commencer par les plus anciennes. Sophie, au sujet d'une URL. Peut-être que je te laisse répondre, Kevin, sur le sujet de forme juridique plus précisément. Oui, alors donc je vais juste répéter la question de Sophie pour tout le monde. Une URL doit-elle, après entrée d'un ou plusieurs associés ou salariés, passer à un autre statut? Cela se fait-il aisément? Donc si vous parlez de l'entrée de plusieurs associés, c'est-à-dire que vous aviez lancé votre projet de URL avec un seul associé, dans ce cas, vous avez ce qu'on appelle une URL, et que par la suite, vous faites rentrer d'autres associés, techniquement, vous n'êtes plus une URL, vous êtes une SARL. Mais comme je l'ai expliqué, le URL et la SARL sont exactement la même forme sociale. Donc, vous aurez des démarches à faire au greffe pour mettre à jour vos statuts, puisque vos statuts auront changé, il n'y aura plus un seul associé, il y en aura 2, mais votre forme sociale ne va pas changer, ça restera une SARL. Donc, votre cabis sur ce point-là ne va pas être modifié, il sera éventuellement modifié si ces nouveaux associés entrants deviennent également gérants, mais sinon, vous n'aurez pas d'autres modifications à effectuer.
Pour les cas des salariés, la question ne se pose pas puisque les salariés n'ont pas d'incidence sur la rédaction des statuts et le bon fonctionnement de la société, autre que le travail qu'ils apportent. Mais d'un point de vue de l'administration, il n'y a pas de modification à effectuer. C'est clair. Également, pareil, sur la forme sociale, il y a une question de Madame Fanny Dupont. Quel est l'avantage de passer un statut SAS-SASU versus un statut d'auto-entrepreneur? Principalement, la raison, elle va être sur le régime de responsabilité. Comme je l'expliquais également, en auto-entrepreneur, vous exercez en votre nom propre, c'est-à-dire que vous êtes directement responsable de l'ensemble des pertes que votre activité peut engendrer. Tandis que dans le cadre d'une entreprise, vous avez ce voile de la personnalité morale, vous avez cette société qui existe indépendamment de vous personnellement. Également, c'est plus structuré, donc si vous souhaitez faire rentrer d'autres associés, vous pouvez le faire, tandis qu'évidemment, le statut d'auto-entrepreneur ne vous permet pas de vous associer à d'autres personnes. Vous êtes forcément juste vous, en votre nom personnel. Voilà. Je vois que Kézia a également répondu à quelques questions. Effectivement. Nous avons une question de Émile Dava qui nous indique « Pour un couple non marié travaillant dans le même secteur, est-il plus intéressant de monter une seule structure à deux ou deux structures distinctes ?» Ça va principalement dépendre de votre projet et de votre activité. Simplement, c'est peu courant donc d'avoir deux structures distinctes pour deux personnes qui sont en quelque sorte associées, de ce que je comprends, puisque vous serez dans tous les cas dans le même secteur, donc il n'y aura pas véritablement d'intérêt de diviser par deux la charge de travail, les prestations qui sont effectuées. Et également, si vous avez deux structures, ça veut dire deux fois plus de charges administratives, de déclarations à faire auprès du greffe en fin d'année, de dépôt de compte, etc. Et donc deux fois plus éventuellement d'imposition. Il peut y avoir un intérêt dans tous les cas de garder une seule structure pour le fonctionnement de ce partenariat. C'est intéressant, je pense, de Julien sur la partie expert comptable. À quel moment doit-on faire intervenir, effectivement. Alors, l'expert comptable, de manière très classique, il va plutôt intervenir une fois que la société est déjà immatriculée, puisque avant l'immatriculation, il n'y a pas réellement de raison de signer une lettre de mission, tandis que par la suite, vous pourrez, en fonction de votre activité, encore une fois, avoir un accompagnement sur votre comptabilité plus poussé via cet expert comptable. L'intervention de l'expert comptable, elle peut se faire tout au long de la vie de la société, pour faire en sorte que vous ayez des comptes qui soient correctement tenus et qui soient cohérents. Si par contre vous avez une activité qui est assez simple, c'est-à-dire par exemple une activité de conseil en management avec quelques factures par an, mais pas une grosse activité, l'intervention de l'expert comptable sur la vie de la société n'est pas véritablement nécessaire. Vous pourrez éventuellement faire appel à cet expert comptable en fin d'année lorsque vous devrez déposer vos comptes annuels, mais disons que sur le long terme, il n'y a pas véritablement de raison d'avoir cet accompagnement. Vous pourrez simplement tenir votre comptabilité vous-même de manière simplifiée. Si par contre vous êtes dans une activité qui est complexe, par exemple de l'achat-vente de marchandises avec des contrats internationaux, là, la venue de l'expert comptable est très intéressante puisque vous allez devoir jouer avec des réglementations fiscales différentes en fonction des pays, différentes en fonction des matières qui sont achetées, et ça sera en réalité même totalement nécessaire. Alors, je prends une autre question. Donc, une question un petit peu plus sur la fiscalité. Donc de Zaïd, quel type d'imposition est plus avantageux, IS ou IR? Alors là, c'est une question qui est extrêmement vaste, à laquelle je ne pourrais malheureusement pas répondre dans le détail, puisque ça mériterait un webinaire à lui tout seul, cette question de l'IS ou de l'IR. Gardez simplement à l'esprit que, en fonction de la forme sociale, vous avez une imposition donc, qui est obligatoire, ou en tout cas qui est par défaut. Par exemple, si vous êtes dans le cadre d'une SAS, vous serez imposé à l'IS. Si vous êtes dans le cadre d'une SARL avec un gérant majoritaire, vous serez également à l'IS. De manière générale, l'IS, c'est un taux qui est fixe, c'est principalement le taux de 28%, tandis que l'IR, ça va dépendre du revenu de votre foyer fiscal. Donc, si vous avez un quotient de foyer fiscal qui est supérieur à ce taux de l'IS, il peut être plus avantageux d'opter pour l'IS. Si par contre, ce quotient de votre foyer fiscal est inférieur
et que vous estimez que vous allez rencontrer quelques pertes au début de votre activité, le taux de l'IR peut être plus avantageux. Mais pour rentrer dans le détail, il faut vraiment faire appel plutôt à un expert comptable qui pourra vous apporter un réel conseil et expertise sur votre fiscalité en fonction de votre projet, en fonction des spécificités de votre quotient familial, etc. D'accord, parfait. Voilà, je vois une autre question de Juliane. J'ai choisi la franchise en base de TVA. En cas de dépassement du seuil, quelle modalité s'applique? Réel simplifié, mini-réel, réel normal? Alors, pour le régime de franchise en base de TVA, c'est-à-dire que vous n'avez pas à effectuer de déclaration de TVA, tout va dépendre du seuil que vous avez dépassé. Pour information, vous pouvez dépasser ce seuil de franchise de TVA, donc c'est-à-dire en fonction de votre activité et de vos bénéfices, vous pouvez dépasser ce seuil 2 fois. Si jamais vous dépassez une première fois ce seuil, en fonction du montant de vos bénéfices, vous aurez à opter pour le régime réel simplifié. C'est-à-dire qu'une simple lettre auprès de l'administration fiscale, donc de votre SIE, pour pouvoir leur indiquer que vous souhaitez passer à ce nouveau régime. Si par contre vous avez passé le taux pour atteindre le 3e seuil, il faudra opter pour le régime réel normal. Vous pouvez très facilement obtenir les différents taux de TVA en fonction de votre activité. Ça va dépendre si vous avez une activité de marchand de biens ou par exemple de prestation de services. Vous pouvez très facilement les trouver, notamment sur le site LegalStart. On a des fiches pratiques à ce sujet. N'hésitez pas. Top. Il y a beaucoup de questions pour toi, Kevin. Désolé, hein, c'est très axé sur la partie juridique et fiscale. Si vous avez des questions sur la partie bancaire, certificat de dépôt, etc., n'hésitez pas non plus. Hein. Oui, bien sûr. Je pense qu'on a à peu près fait le tour des questions, s'il n'y en a pas d'autres à ce niveau-là. Ah voilà, donc une question très intéressante de Madame Royer. Comment envisager les délais de toutes ces démarches? De manière générale, ça va dépendre de où est-ce que vous en êtes dans le choix de et dans la réflexion sur votre projet. Si vous avez votre projet en tête, vous savez quelle est votre forme sociale, vous savez qui vont être les associés de votre société, qui vont être gérants ou présidents de celle-ci, ça peut aller extrêmement vite. Si vous passez par exemple par LegalStart, vous pouvez renseigner d'ores et déjà votre questionnaire. Le questionnaire, il met à peu près 10 ou 15 minutes à remplir en fonction de est-ce que vous avez la réponse aux questions qui vous sont posées, sur les associés par exemple. Une fois que vous avez créé votre dossier, donc rempli votre questionnaire et procédé à la création de votre dossier, celui-ci peut être revu par un formaliste en moins de 24 heures. Et si tout est OK, et si vous avez pu faire votre dépôt avec Conto, donc dépôt avec Conto qui peut prendre environ 48 heures, à partir de là, le dossier est tout de suite envoyé à l'administration et les délais de l'administration sont d'environ 72 heures. Donc, on pourrait dire que idéalement, dans un monde où tout se passe bien et où vous aviez déjà toutes les informations sur votre société au préalable et les justificatifs à votre disposition, vous pouvez éventuellement créer votre société dans environ, voilà, 6 ou 7 jours ouvrés, à peu près. Après, effectivement, si vous avez besoin davantage de questions, si vous avez besoin d'avoir des statuts qui sont personnalisés, ça peut prendre un petit peu plus de temps. La partie qui va vraiment prendre le plus de temps pour la plupart des entrepreneurs, ça va être la réflexion sur le projet, sur la société. Et c'est normal, et d'ailleurs, c'est tout à fait sain d'avoir cette réflexion au préalable sur le marché, sur comment est-ce que je vais pitcher mon produit, sur quel est le créneau sur lequel je vais me positionner par rapport à mes concurrents. Tout ça, c'est des réflexions qui sont saines à avoir et pour lesquelles il faut prendre le temps de réfléchir. Mais pour la création en elle-même, ça peut aller extrêmement vite. J'espère du coup avoir répondu à votre question comme vous l'entendiez. Je pense que dans la réponse pour Madame Bruyère, la temporalité va surtout dépendre de. Enfin, il y a 2 étapes importantes, je pense. S'aligner sur ce qu'on fait comme type de statut et de forme juridique. Et après, c'est là où ça peut effectivement être extensible en fonction des démarches. En revanche, sur l'étape, une fois que vous êtes d'accord et que les statuts sont actés, la partie dépôt de capital, création du compte, ça, en 4 jours ouvrés, c'est réalisé. Donc, voilà.
Donc, Exactement. plus délai de retour du greffe, voilà, 6-7 jours ouvrés, comme tu disais, Kevin, on peut avoir son cabis et son compte ouvert et commencer à transacter. Il y a une question intéressante de Zaïd sur, alors je lis pour que tout le monde puisse la voir, quels avantages niveau crédit professionnel lorsqu'on est Conto versus banque traditionnelle. Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais aujourd'hui, Conto ne propose pas encore de crédit. C'est un des projets phares de l'année 2021. Donc, prochainement, on pourra offrir du crédit. Et l'avantage sera le fait qu'il soit digital et avec un retour très rapide en ligne. Mais aujourd'hui, voilà, malheureusement, si votre besoin, c'est de réaliser un financement pour un bâtiment ou pour un véhicule, il faudra s'adresser à une banque traditionnelle encore pour quelques mois. Très bien. J'en profite. Alors, je rebondis sur une question intéressante de Voilà, Monsieur Lecomte. parfait. On propose en revanche de la facturage. Alors c'est en partenariat avec Edevex, qui est un acteur reconnu de la facturage et qui est intégré à notre produit. Donc effectivement, pas de crédit, mais on a une solution de facturage qui est disponible en ligne. Très clair. Une dernière question du coup de Juliane. Accompagnez-vous la rédaction des statuts des entreprises à mission? C'est une question qui est intéressante puisque là, on va rentrer un petit peu sur les cas particuliers de société. Donc, nous n'avons pas de modèle défini dans le questionnaire, par exemple, en fonction des réponses à votre questionnaire pour les entreprises à mission. Toutefois, comme je l'indiquais, sur la création de votre société, vous avez des formalistes qui vous accompagnent. Vous pouvez même avoir des juristes pour répondre à l'ensemble de vos questions et pouvoir voir ces points-là en détail. Et vous êtes tout à fait possible de, du coup, modifier vos statuts pour ajouter des mentions particulières pour les entreprises à mission, une rédaction d'objet social propre à ce type d'entreprise-là, avec l'assistance du coup du formaliste et des juristes pour avoir des statuts qui sont adaptés à votre projet. Donc, même si vous êtes dans un cas qui est très particulier ou des activités qui sont par exemple réglementées, vous pouvez très bien passer par Legal Start pour avoir un service qui sera un petit peu plus sur mesure que les cas classiques de création de société. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. S'il n'y en a pas d'autres. Je vois une question encore de Juliane sur le fait, est-ce que Conto travaille avec des IOBSP? Alors, je ne sais pas forcément quel type d'IOBSP vous avez en tête. Conto donc, est un établissement de paiement indépendant agréé par la Banque de France. Donc, l'ensemble de nos produits notre core banking, nos cartes sont gérés, produits par Conto. En revanche, effectivement, on va se rapprocher de certains partenaires experts, comme par exemple la facturage. Les accords, par exemple, pour le crédit également, on va être accompagné de partenaires qui sont connus sur le marché pour pouvoir proposer ces services à la clientèle. J'espère que ça répond à la question. Super, je pense qu'on a... Tant que Julien répond. En tout cas, je pense que vous pourrez retrouver tous ces éléments sur les différents sites à la fois de Legal Start et de Conto. Et donc, le parcours un peu tout tracé, effectivement, c'est commencer par réfléchir à vos statuts, à la forme juridique, et donc là, Legal Start et le partenaire tout indiqué pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et ensuite, Conto se fera un plaisir de vous fournir dans le plus bref délai le certificat de dépôt et votre premier compte et votre première carte au nom de votre entreprise pour que vous puissiez commencer à facturer et à débuter votre activité. Et oui, 2021 reste propice à la création d'entreprises. On l'a vu, ça reste fluide et efficace. Cette crise sanitaire crée aussi pas mal d'opportunités. Oui. Donc c'est un environnement intéressant en tout cas pour évoluer et source de nombreuses innovations et de nombreuses nouveautés. Donc on a hâte de pouvoir échanger avec vous pour la création de votre entreprise dans l'année à venir. Oui, j'en profite pour faire une petite parenthèse là-dessus. On ne s'y attendait pas vraiment, mais on a énormément de sociétés et d'entrepreneurs qui se lancent en ce début d'année 2021. Donc, malgré le contexte sanitaire extrêmement compliqué, c'est surprenant, mais ça montre que voilà, le milieu de l'entrepreneuriat se porte bien et qu'il y a encore beaucoup d'opportunités qui sont
qui sont toujours en vie et qui sont toujours en cours de développement. Effectivement, nous on n'a pas vu on a eu des augmentations d'ouverture et de dépôt de capitaux durant les confinements. Donc je pense que les personnes étaient justement avaient du temps à consacrer à cela. Donc on voit que c'est propice. Donc non, il y a une dynamique qui est extrêmement forte. Il n'y a pas de ralentissement de la création d'entreprise, en tout cas du point de vue de ces deux experts, LegalStart et Conto, qui interviennent sur l'ensemble de la chaîne. Donc c'est finalement très positif pour l'année qui vient. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup Germain, j'ai été ravi de participer. Merci à toi, merci à tous. Ravi, et on reste à votre disposition sur les équipes de support respectives de LegalStart et de Conto pour l'ensemble de vos questions, et peut-être à bientôt pour d'autres webinaires sur ces différentes thématiques. Il y a pas mal de questions fiscales et juridiques, donc je pense que tu as du boulot, Kevin. Ouais, je pense. Top. Merci à tous. Merci tout le monde. Au revoir.